Donc, moi, je viens pas de la médecine. Je viens des sciences comportementales et du changement des comportements. Donc, ça commence pas de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers l'intérieur. Et en même temps, je viens de la neurolinguistique et ça implique aussi la compréhension du système nerveux. Mon diplôme de l'Université de Californie à Santa Cruz, c'est dans la technologie comportementale. J'ai un brevet sur un appareil que j'ai créé d'une manière particulière de faire le biofeedback. J'ai développé un appareil qui s'appelle le Neuralink. Rien à voir avec le Neuralink de Musk. Le Neuralink, on met les doigts sur un appareil et ça mesure la résistance au niveau de la peau, la température et le battement du cœur pour pouvoir obtenir des informations sur l'état interne de la personne. J'ai passé beaucoup de temps à étudier ces signaux et comment ils sont modifiés par le système nerveux et quel type d'activités sont associées à quel type d'état interne. Surtout en ce qui concerne la production du changement. Quels types d'états sont nécessaires et quels types d'états vont faire obstacle? Donc, je voudrais vous présenter une approche plutôt pragmatique pour regarder et comprendre les états du cerveau dans la création des processus, enfin, dans les processus de changement. Une des choses que je fais ces temps-ci à Paris, on a développé un programme de formation de coach de santé. Quel type de changement au niveau de l'hygiène de vie, du mode de vie, d'état interne, est-ce que les gens doivent mettre en place afin de promouvoir la guérison? Je travaille depuis 1 an et demi avec l'Institut Raphaël à Paris. C'est un institut de soins, de parcours de soins d'oncologie intégratif. L'idée là, c'est que le traitement médical traite la maladie, mais dans l'institut, il traite le patient. C'est tout à fait en lien avec les différents états internes possibles chez l'individu, chez le patient et dans le cerveau. Il y a plein de choses que je pourrais vous présenter, mais je pense que l'aspect le plus fondamental est un lien avec ce qu'on appelle la pyramide de changement. J'ai écrit plus de 30 livres, des sujets comme la santé, le leadership, l'intelligence collective.
Il y a une structure plus profonde qui est représentée par cette pyramide. Quel que soit le thème, il y a un processus qui est pareil chez tout le monde, un processus de changement. Les diapos sont dans les deux langues. Je passerai rapidement par l'anglais et puis en français. L'idée de la pyramide, c'est que ces différents facteurs qui vont empêcher ou soutenir le changement se situent à ces différents niveaux. Le niveau premier ou principal s'appelle l'environnement, le monde physique autour de nous. Et on entre en relation avec le monde physique à travers les cinq sens. Si je suis juste dans la perception de l'environnement, dans ce qui se passe autour de moi dans l'environnement, je me sers principalement des récepteurs qui captent les choses à distance. Dans le processus du changement, on pourrait dire que là, il s'agit du stimuli qui entre de l'extérieur. Et pour simplifier, c'est associé aux questions où et quand est-ce qu'un changement se produit. L'environnement peut être une source de soutien, l'environnement peut être toxique. Il y a toutes sortes de stimuli dans l'environnement. Mais on réagit à l'environnement. Il y a un aspect du processus de changement qui implique un comportement physique. Donc, au-delà de simplement observer et évaluer l'environnement, maintenant j'agis, je suis réactif ou proactif. Les fonctions moteurs les plus réflexives seront dans le cervelet, la partie moteur du cerveau. Et cela a à voir avec le quoi, c'est-à-dire le qu'est-ce que je vais faire agir dans cet environnement. On pourrait tous partager le même environnement, mais agir différemment dedans. Déborah fait quelque chose de différent de moi. On fait tous quelque chose de différent dans le même environnement. Le niveau suivant, c'est la question, comment savoir ce que j'ai à faire dans cet environnement? Et donc là, on parle de capacité. Ça n'a pas tant à voir avec la réaction ou action, ça a à voir avec la coordination. Dans ma discipline de la programmation neurolinguistique, on s'est beaucoup focalisé sur ce niveau-là. Et ça a à voir avec la manière de se représenter quelque chose à l'intérieur, comment je me le représente. Il y a les stimuli externes, mais je vais créer une cartographie mentale interne. Cette cartographie mentale interne va avoir des processus dedans ou des stratégies. On parlait d'Einstein tout à l'heure. Une de mes séries de livres s'appelle Les stratégies des génies, des personnes d'exception. J'ai étudié des personnes comme Einstein, Mozart, Léonard de Vinci, Disney.
Et j'explorais pas tant ce qu'ils ont fait, mais comment ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et pour cela, j'ai dû me baser sur des informations de ce qu'ils disaient ou ce qu'ils pensaient quand ils étaient en train de créer, de produire. Un exemple précis, dans le cas de Walt Disney, dans sa processus de création, il passait par des phases qui sont des phases de rêveur, de réaliste et de critique. Ça revient à ajuster des filtres de perception pour se focaliser sur différents aspects de l'expérience à travers ces filtres. Et en faisant ça, on va mettre en avant certains sens par rapport à d'autres. Le rêveur est plus visuel, le réaliste est plus kinesthésique, plus somatique, le critique est plus verbal ou analytique. Et cela est associé à certains états du cerveau. Pendant que je faisais mon diplôme universitaire, je faisais des recherches à l'Institut Langley Porter de neurosciences à l'Université de San Francisco, en essayant d'étudier l'encéphalo, le EEG, je ne sais pas comment on dit en français, de ces différents états. I know. C'était à la fin des années 70. Et je regardais là, les choses qui sont possibles aujourd'hui dans les neurosciences. Aujourd'hui, on dit que l'électroencéphalogramme, c'était un peu comme si on mettait un micro au-dessus de Manhattan pour essayer d'identifier des informations précises. Tout cela à voir dans l'ensemble avec des fonctions corticales basiques. Et ces fonctions coordonnent différents actes dans l'environnement spécifique. D'une perspective comportementale, il y a la question de comment je fais ce que je fais, mais encore plus profondément, il y a le pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Et, et donc là, on voit plus vers l'amygdale, vers le système limbique, et on descend plus profondément au niveau des émotions. Donc, il n'est pas tant question de stratégie ou de capacité, mais plutôt le niveau de la motivation. Et cela est donc associé aux valeurs et aux croyances. Pourquoi c'est organisé en pyramide? C'est une forme de hiérarchie opérationnelle. C'est-à-dire, si je ne crois pas que quelque chose a de l'importance, je ne vais pas fournir l'effort nécessaire pour l'apprendre. Si j'accorde plus de valeur à l'argent par rapport à la santé, je vais mettre plus d'efforts dans le fait de gagner de l'argent que dans le fait de m'occuper de ma santé.
Donc, pour cette idée des croyances, un de mes livres s'appelle Croyances et santé. Nous savons, grâce à l'effet placebo, que si quelqu'un croit que quelque chose va l'aider, c'est pas que la personne s'imagine aller mieux, c'est qu'il y a un réel effet bénéfique sur sa santé. Le paradoxe, c'est que si on dit après à la personne, en fait, c'était un placebo, il n'y avait pas de médicament là-dedans, ça cesse de marcher. Parce que la personne ne croit pas en elle-même, elle croit en le médicament. C'est une dynamique intéressante. Et la clé ici, c'est que la stratégie créative a une structure différente que la croyance, par exemple, que la santé est importante. C'est pour cela qu'en parlant en termes de métaphore, ça n'a pas à voir seulement avec le cerveau, mais aussi avec le cœur, si on veut. Et ça n'est pas que métaphorique. Alors, au-dessus de cela, il y a la notion de l'identité. Sur le plan expérientiel, si je dis je crois quelque chose, je pense quelque chose, j'observe quelque chose, le je qui fait tout cela est différent de toutes ces actions. Donc, la notion du jeu, c'est que c'est quelque chose qui contient le système de valeurs, le système de capacités et de stratégies, valeurs et croyances, stratégies, capacités et les capacités de comportement dans les environnements. Le jeu englobe tout ça. Si je suis médecin, je vais avoir des valeurs et des croyances qui soutiennent cela. Je vais avoir des capacités qui me permettent de mettre cela en action dans certains environnements. Si je suis un sportif de haut niveau, du ski par exemple, je vais avoir un ensemble de valeurs, de croyances, de capacités, de comportements qui vont me permettre de vivre cette identité-là. Un changement qui a lieu au niveau de l'identité va impliquer un grand changement à tous les autres niveaux. Il y a des études qui démontrent que des personnes avec un trouble de personnalité multiple vont avoir des allergies dans une de leurs personnalités ou dans un état et pas dans un autre. Même des exemples où une personnalité multiple est diabétique dans une personnalité et pas diabétique en ayant besoin d'insuline dans l'autre, dans une autre personnalité. Donc, l'idée, c'est que un changement au niveau identitaire va impliquer un ensemble du système nerveux, donc beaucoup plus du système nerveux qu'un changement au niveau des valeurs impliquerait.
Il y a un autre niveau dans cette pyramide qu'on pourrait appeler le niveau du but ou d'une raison d'être profonde. Ça va au-delà d'un système nerveux, de l'individu, pour être dans la reliance à d'autres systèmes nerveux ou d'autres réseaux autour de nous. On voit ça par exemple dans le sport quand on fait équipe. Il n'y a plus juste le moi, il y a un nous. Par exemple, si je suis parent, le parent est en relation à l'enfant. Il y a des études très intéressantes qui montrent que les actions qu'on entreprendrait en relation avec d'autres individus sont très différentes des actions qu'on entreprendrait si c'était juste pour nous-mêmes individuellement. Un parent peut risquer sa vie pour un enfant et faire quelque chose que le parent ne ferait jamais juste pour lui-même. Les exemples, par exemple, d'une mère qui soulève une voiture qui est sur son enfant. Si vous revenez le lendemain et vous lui dites, je vous donne 1 000 $ si vous pouvez à nouveau soulever la voiture, elle ne le ferait pas. Ou quelqu'un qui saute sur les rails du métro pour sauver la vie de quelqu'un ne le referait pas pour 100 $. C'est une autre dynamique. Il y a une étude intéressante où ils prennent un rat femelle, le mettent dans une cage. Et il y a dans la cage, à mi-chemin, dans la cage, il y a une enfin, un truc électrique où ils peuvent monter la charge. Donc, comme les rats sont curieux, ils mettent le rat ici, et de l'autre côté, ils mettent un objet et les rats sont curieux. Et le rat a dit, c'est intéressant. Et, et s'il monte la charge sur ce bandeau, le rat va aller toucher ça et dire, oui, c'est pas si intéressant que ça, cet objet. Puis mettre, par exemple, un partenaire sexuel de l'autre côté de la cage. Je trouve ça très intéressant, le rat. Et il va même peut-être accepter un tout petit peu d'électrocution à cause de ça. Mais s'il monte la charge, le rat va finir par dire, c'est pas si intéressant que ça. Et puis, il met de la nourriture de l'autre côté. Le rat trouve ça très intéressant. Va tolérer une charge encore plus forte. Mais s'il continue à monter, le rat ne va plus vouloir traverser et finirait par mourir de faim. Par contre, si c'est un rat femelle, maman, il remplace la nourriture par son bébé, elle traverse sans hésiter, quel que soit le niveau de la charge. Donc, il y a quelque chose qui est activé dans ce cas-là, au-delà même de mon propre sentiment de préservation de moi-même. Donc, c'est là où on est dans l'idée de ce sentiment d'une raison d'être qui est au-delà de moi en tant qu'individu.
Par exemple, un martyr va sacrifier sa vie pour quelque chose de plus grand que lui-même. C'est un niveau d'activation très puissante. C'est ce que je montre ici, c'est un peu ma carte interne de ce à, à quoi peut ressembler l'activation. En montant les niveaux, il y a de plus en plus du système nerveux qui est activé. Plus les parts du système nerveux sont activées, plus il y a des informations qui circulent dans le corps. L'idée de la pyramide, c'est que tout cela va apparaître sous forme de réactions ou d'actes comportementaux. Donc, dans le travail de coaching que j'ai fait, que je fais en aidant les gens à changer des comportements, on pourrait dire que différents types de problématiques vont activer différents niveaux de la pyramide. Dans mon travail dans la programmation neurolinguistique, si quelqu'un a une pulsion, on peut découvrir comment la personne se représente cela. On va regarder ça sous l'angle des sous-modalités qui sont des sous-catégories des sens. Quelqu'un se représente quelque chose en le voyant et tout d'un coup, dans leur esprit, ça prend plus de place et c'est plus lumineux ou plus éclairé. Le monde de la publicité connaît très bien tout ça. En général, si, et ça dépend de l'individu, mais si c'est plus grand, plus lumineux et plus près, je le veux encore plus fortement. Donc, on peut dire à la personne, OK, alors éloignez l'image sur votre écran mental, rendez l'image plus petite et le niveau de désir baisse. Donc, c'est le contrôle des pulsions. Je n'ai plus autant besoin d'une gratification immédiate. Mais si on passe à d'autres niveaux comme dans les addictions, par exemple, quelqu'un qui a une addiction à la cigarette, quand j'ai coaché quelqu'un qui voulait arrêter de fumer et j'ai demandé quand tu veux vraiment cette cigarette, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Elle dit, mais la cigarette, elle est grande, elle vient vers moi, elle est juste là. Alors, si on la répétisse et on l'éloigne, alors un peu petite, ah, ben j'en ai moins envie. Très bien. Mais ça revient. J'ai dit, alors, bon, ça revient, la cigarette revient. Ça, c'est intéressant. La cigarette pense pour elle-même. Donc là, ça implique qu'il n'y a plus de contrôle cognitif. Il se passe autre chose. Là, dans le cas de figure où quelqu'un dit, je sais que je devrais faire autrement, je sais ce que je devrais faire, mais ça ne change pas mon comportement. C'est là où on doit commencer à accéder
aux autres niveaux. Ces niveaux apparaissent aussi dans le langage verbal, donc au-delà juste des réactions ou de l'activité physique. Si quelqu'un est dans une activité cérébrale de pensée, il va y avoir certains gestes, mais il va y avoir aussi des mots comme il me semble, je pense que. Et si on voit chez quelqu'un où les valeurs sont heurtées, ils vont avoir plus des comportements comme ça. Et on voit que le système nerveux est un peu plus activé. Donc, il y a différents niveaux qui sont activés. Donc, si on veut effectuer un changement et surtout un changement au niveau du comportement, il y a l'état présent, c'est-à-dire l'état actuel d'une problématique ou d'un symptôme. Et on veut voir quels niveaux sont impliqués. Est-ce que j'ai juste besoin de changer ma manière de penser ou est-ce que c'est une question d'une croyance? Et aussi, par rapport à l'état désiré, ce qu'on voudrait à la place, si j'arrive à faire ce changement, qu'est-ce qui va être différent? Est-ce que mon environnement va changer? Quels différents actes ou activités est-ce que je vais être en train de faire? Quelqu'un dit, par exemple, je veux arrêter de fumer. On va demander, qu'est-ce que tu vas faire à la place? Quel sera le nouveau comportement? Comment est-ce que ta pensée va changer avec un comportement différent? Qu'est-ce Qu'est-ce qui va changer au niveau de tes valeurs et de tes croyances? Pourquoi est-ce que tu vas changer le comportement? Qui seras-tu? Avec les addictions, c'est bien au-delà de juste une habitude. La personne est identifiée à l'addiction, au comportement. Je suis fumeur. Je suis alcoolique. Je suis victime de cancer. Ce qui est très différent que de dire j'ai bu un verre. Donc, tout cela va apparaître dans les actes, les actions, dans les schémas de langage. Puis la question, c'est quelles sont les ressources et à quel niveau qui seront nécessaires pour soutenir ce chemin, ce mouvement de l'état présent à l'état désiré. Un de mes livres s'appelle Du coach à l'éveilleur. Le titre en français, c'est Être coach. Où je parle de différents outils qui vont permettre d'amener du changement à ces différents niveaux. Il y a des changements qui peuvent être effectués juste à travers une interaction verbale. D'autres changements vont nécessiter des choses au-delà de juste le verbe, le mot, où il va falloir activer d'autres formes d'état ou d'autres états. Peut-être la dernière chose.
Donc, avec cette hiérarchie, le changement s'effectue plus de façon avec plus d'impact quand ça vient du haut vers le bas. Imaginons quelqu'un avec une addiction. J'enlève la personne de son environnement. Elle est maintenant dans un environnement sécurisant, contrôlé, mais il n'y a pas de garantie que l'addiction va changer. Je peux coacher la personne pour se comporter différemment, agir autrement. Mais l'idée, c'est que si la croyance est toujours là, le comportement ne va pas forcément changer. Si le sentiment de son identité ou sa raison d'être là ne change pas, le comportement ne va pas changer non plus facilement. Prenons l'exemple de quelqu'un comme Nelson Mandela qui a été en prison pendant plus de 30 ans. Ça n'a pas changé son comportement ni ses croyances. Donc, quelles sont différentes dynamiques qui nous permettent d'accéder à ces états plus profonds du cerveau, si on veut? Je crois qu'on doit arrêter là.